Madame, Monsieur, bonjour à tous et bon dimanche. Bienvenue sur Afrique Média, votre chaîne panafricaine et sur le débat panafricain. Actualité en Afrique cette semaine, rébellion et crise dans le continent. Le coup d'accélérateur a été donné cette semaine et qui s'achève tout d'abord au Mali avec l'intervention de la France. La France qui a stoppé net l'avancée vers le sud des djihadistes. Autre crise, autre résultat, cette semaine à Libreville, accord signé entre la rébellion du Séléka et le gouvernement centrafricain. Autre crise, autre résolution, l'ONU accuse le Rwanda de soutenir toujours le M23 et les négociations doivent se poursuivre à Kampala. Madame, Monsieur, voilà pour le cadre des crises et des rébellions en Afrique. Mais cette semaine ou alors ce dimanche, on va aussi aborder le développement économique et social en Afrique avec le cas de la Guinée équatoriale qui est devenue certainement un exemple dans la gestion de la manne pétrolière. On ira en Angola pour voir un pays en plein essor et puis au Tchad où des réalisations importantes se sont accomplies au cours de l'année 2012 et on va terminer en se posant la question de savoir si le pétrole pour certains pays en Afrique est une malédiction. On va pointer du doigt le Cameroun et le Nigeria et bien d'autres cas. Voilà pour la trame de cette émission du débat panafricain. Bonjour et bon dimanche à tous de partout dans le monde où vous nous suivez. La première porte, l'avant-débat, c'est le débat ou alors la revue de la presse. Et tout de suite avec Mohamed Bachir Ladan. Je vous retrouve avec grand plaisir après avec les invités panélistes qui sont déjà là derrière moi et bien d'autres qui sont de l'autre côté de nos bureaux car ils deviennent très nombreux à vouloir participer à ce débat. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'insigne honneur de venir ce dimanche, ils sont les bienvenus pour ces dimanches qui vont suivre tout au long de l'année 2013. D'abord, tout de suite, la revue de la presse. On se retrouve après. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est vivre d'une manière qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Mandela. Bonjour Hubert, bonjour à tous les panélistes, bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Commençons notre balade dans l'univers de la presse par la RCA, la République centrafricaine, où le journal de Bangui nous annonce qu'un accord de sortie de crise a été signé vendredi à Libreville par les belligérants centrafricains. Cet accord prévoit entre autres un cessez-le-feu, le maintien du président François Bozizé au pouvoir et la formation d'un gouvernement de transition nationale. Le quotidien gabonais Gabon Actu pour sa part ajoute que le Séléka obtient aussi que les législatives soient organisées au terme d'une période de transition de 12 mois et qu'un nouveau Premier ministre issu de l'opposition démocratique soit nommé. Une victoire pour la CEAC, a-t-on envie de dire. À l'ouest du continent, par contre, le torchon brûle entre les islamistes et l'armée malienne qui bénéficie désormais du soutien des forces françaises. L'Essor, le quotidien national d'information au Mali justement, rapportait que vendredi, les choses se sont brusquement accélérées. Sur la ligne de front justement, la bonne nouvelle de la victoire des forces armées et de sécurité maliennes à Dounza n'aura duré que quelques heures. Et pour cause, écrit l'Essor, en fin d'après-midi, les djihadistes ont pris la ville de Konna après les violents affrontements contre l'armée. Cette nouvelle, selon l'Essor, est tombée comme un coup de massue, d'où son titre « Situation sur le front, coup dur ». Mais à l'heure où le Républicain bouclait ce même vendredi, les nouvelles du front consternantes étaient devenues soudain rassurantes. Selon le Républicain, plusieurs sources interrogées auraient rapporté une intense activité de l'aviation à partir de Sévaré. Le journal souligne que vers 21h, il y avait un peu de doute que la donne se renversait pour les assaillants de Konna. Mais le happy end que devront confirmer les heures à venir avait commencé par une vraie tragédie. Le site d'information Malijet reprend aussitôt la nouvelle en urgence et souligne que le Mali aurait repris le contrôle de la localité de Konna selon plusieurs témoins. Vive l'armée malienne, s'exclamait Malijet. Le journal Bamako, pour sa part, annonçait que le président malien par intérim Dioncounda Traoré a demandé l'aide militaire de la France et de l'ONU pour repousser l'offensive des groupes armés islamistes.
Le journal Bamako précise que cette demande est survenue le jour même où les islamistes armés qui contrôlent le nord prenaient une autre localité du centre du pays, faisant allusion à Kouna. En France, justement, les journaux n'ont pas perdu de temps pour relayer l'information. Libération, dans son titre de samedi, parle d'une France en guerre, soulignant que François Hollande a donné vendredi son feu vert à l'intervention surprise des forces françaises dans le pays pour contrer l'offensive des islamistes qui progressaient vers la capitale malienne. Pour le Figaro, c'est assez simple. La France entre en guerre contre les terroristes au Mali. Pour le Parisien, enfin, il s'agit d'une opération qui vise à endiguer la progression des terroristes islamistes dans le pays. D'où la une, Mali, pourquoi la France entre en guerre. Au Burkina, voisin du Mali, Guinée-Conakry Info a constaté que l'armée malienne entend mettre l'occasion à profit pour effacer les humiliantes images qu'on garde d'elle. Mais elle aura d'autant plus du mal à réussir une telle mission que l'ennemi n'est pas que l'envahisseur islamiste. Guinée-Conakry Info souligne qu'elle doit également y faire avec la fragilité du pouvoir à Bamako, fragilité qui, elle-même, est consécutive à des clivages au sein de la société malienne. Le comble, pense le quotidien Le Pays, c'est que l'armée malienne intervient au moment même où le contexte devient malsain à Bamako. En effet, écrit le journal, dans la capitale malienne, les divergences de vues persistent entre acteurs politiques. Les choses auraient même pris, selon Le Pays, une tournure scandaleuse à telle enseigne que l'on se demande si, dans son rejet du président Dioncounda Traoré, le capitaine Amadou Haya Sanogo ne serait pas devenu un entêté, car, poursuit Le Pays, à l'évidence, il s'agit des gens instrumentalisés par le chef de l'ex-junte et les idéologues qui l'entourent. Alors, après le Nord, veut-on perdre le Sud? C'est la question que se posait vendredi Le Pays. Et puis en Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique a intéressé le quotidien d'Abidjan. Le journal indiquait vendredi que pour la première fois, la France demande la libération des pro-Gbagbo. Le quotidien d'Abidjan relève que selon Georges Serré, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est à ce prix que le pays pourrait s'en sortir. Le journal souligne aussi qu'un sénateur français pourrait se rendre à La Haye pour témoigner en faveur de Laurent Gbagbo. Le quotidien La Nouvelle parle également de la situation en Côte d'Ivoire vue par Monseigneur Alexis Touabli, l'évêque du diocèse d'Agboville. Pour l'homme d'église, pas de reconstruction les uns sans les autres. Monseigneur Alexis Touabli espère tout de même que l'année 2013 sera une année de restauration, il l'a dit dans les colonnes de La Nouvelle. Personne n'est assez fou pour préférer la guerre à la paix. Dans la paix, les fils ensevelissent leur père, et dans la guerre, les pères ensevelissent leurs fils. Bon dimanche et à dimanche. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. Merci à vous, Mohamed Bachir Lada. On va se retrouver dimanche prochain avec un grand plaisir pour suivre votre revue de la presse. Et vous me donnez l'occasion d'accueillir sur ce plateau les 4 panélistes déjà là. Maître Jules Bignum, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert et Tony. Bonjour à tous nos téléspectateurs de par le monde. Pour ce dîner panafricain, je crois que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour un débat constructif et suggestif relativement à notre Afrique qui se meurt. Alors, si ce n'est pas une indiscrétion, je rappelle que vous êtes le conseiller de l'Organisation des droits de l'homme et de la protection du citoyen. Droits de l'homme et la protection du citoyen. Une ONG panafricaine. Et je rappelle aussi, si ce n'est pas une indiscrétion, vous me disiez il y a une semaine que pratiquement, quand vous êtes passé ici sur Afrique Média, vous avez eu des appels des États-Unis, du Canada, un peu partout dans le monde, vous disant que voilà quand même une chaîne, un média qui aujourd'hui fait quelque chose pour essayer de montrer ce dont l'Afrique est capable. Oui, les téléspectateurs de par le monde saluent l'alter-information. Parce que le gauchissement du monde aujourd'hui, la voix unique, une seule opinion, une seule information. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait que des Africains se mettent en action, présentent l'Afrique autrement, critiquent ce qu'il faut critiquer au sein de l'Afrique. Fraction encore moins péché, l'alter-information. Max Dominique Aïssi, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert. Bonne année. Il y a longtemps que vous n'êtes pas passé ici, sur cette scène panafricaine. Ben oui, quelques contrariétés de programme, mais c'est un plaisir toujours d'être avec vous. Alors vous êtes de l'horizon international. International, oui. Aujourd'hui,
on a l'impression que le président français, François Hollande, s'est décidé, finalement, pas fatalement, parce que c'est quand même positif, d'aller en guerre, mais entre guillemets. Je crois qu'il a été, il s'est décidé, mais je crois surtout qu'il a été décidé par les islamistes, parce que fatalement, on n'avait plus le choix là. Et ils attaquent, ils remontent jusqu'à Bamako, on ne sait pas jusqu'où ils vont après, donc il fallait les arrêter. C'était très embêtant, ça faisait quelques mois que tout le monde tergiversait. On commençait d'ailleurs à se dire, si on était intervenu plus tôt, peut-être qu'ils n'auraient pas pris tout ce qu'ils ont pris là. Donc, je pense que c'est une bonne décision qui s'imposait. Elle s'imposait surtout. Parce que là, on n'avait pas le choix. On n'avait vraiment pas le choix. À un moment, certains ont même pu penser que peut-être que c'est l'armée malienne qui avait provoqué cette situation pour obliger tout le monde à y rentrer. Mais ce sont les islamistes et il faut savoir qu'au-delà du fait que c'est le Mali, c'est un peu l'avenir du monde moderne qui se joue là. Parce que c'est pratiquement fini le Pakistan et l'Afghanistan. Enfin, c'est resté... mais là, installer les islamistes au cœur de l'Afrique, c'est un danger incroyable. C'est-à-dire que c'est d'autant plus dangereux qu'autour, vous avez des pays qui sont essentiellement musulmans. Donc, s'ils s'installent là, ben écoutez, c'est très facile de rentrer au Niger. Dès que vous avez le Niger, c'est facile d'aller au Burkina Faso. Vous allez au Burkina Faso, vous allez au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire. Et vous avez une sorte d'État islamiste au cœur de l'Afrique. Positive l'intervention de la Non, mais France. absolument, elle peut être que positive. Bon, maintenant... On va en débattre tout à l'heure. Oui, elle peut être que positive. On va en débattre tout à l'heure. Il faut espérer qu'elle soit donc suivie pour pas qu'on s'arrête en si bon chemin, parce que fatalement, cette guerre-là, il faudra la faire. Il faudra la faire très vite et très bien. Comme vous dites, on en reparlera. On va en débattre tout à l'heure. C'est d'ailleurs l'un des points centraux du débat ce dimanche où on a pratiquement 3 crises là, ou 3 rébellions, parce qu'au nord du Mali, c'est une rébellion, vous le savez très bien. En RDC, à Goma, c'est encore une rébellion. Et puis en Centrafrique, la rébellion du Séléka, disons qu'elle est revenue à de meilleurs sentiments. Ça se résout un peu mieux. Ça se résout un peu mieux. Bon, on va en débattre tout à l'heure. Paul Keng, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert et bienvenue à tous les panélistes. Et bien entendu, j'en profite pour saluer tous nos téléspectateurs en Afrique, et particulièrement ceux du Mali qui me tiennent particulièrement à cœur parce que c'est un pays où j'ai passé près de 2 ans de mon existence et je salue l'intervention française qui commence quand même à redonner l'espoir à nos frères. Avec quelques problèmes au niveau satellitaire, on revient avec vous, Bandakani. Vous parliez de Haïti tout à l'heure. Au sujet de ce tremblement de terre qui aujourd'hui, 1 an après, a des séquelles assez graves. Ben, je t'en train de dire que historiquement, Haïti est un symbole extrêmement puissant pour le panafricanisme dans sa manifestation globale. Et aujourd'hui, nous savons que Haïti est le premier État africain, je veux dire africain dans le sens panafricaniste, à obtenir l'indépendance par la guerre qui a été dirigée par un grand général, Toussaint Louverture, et qui s'est soldée par la victoire. Alors qu'aujourd'hui, cette nation s'en redite à une répétition de catastrophes humanitaires et de tout ce qui est inhumain, est une interpellation forte pour la conscience du monde. Haïti est le témoignage que le monde se décivilise. Le monde est entré dans un processus ininterrompu de décivilisation. Et Haïti est un témoignage vivant. On ne peut pas dire qu'on est un village planétaire, qu'on est un monde qui est uni, qu'on est un seul monde lorsqu'on accepte, n'est-ce pas, qu'une nation qui fait partie du monde soit dans un tel état. Donc Haïti a une tâche indélébile sur la conscience du monde, et une tâche indélébile sur la conscience des panafricanistes que nous sommes, et nous interpelle tous. Mon souhait en ce début d'année, c'est que, n'est-ce pas, cette série ininterrompue de catastrophes soit le ferment de la renaissance de cette nation qui nous est chère en tant que symbole panafricain, et que, n'est-ce pas, le monde entier se ressaisisse, et que pour une fois les discours qu'on balance dans le monde sur l'humanisme, et que tout ce qu'on raconte sur la construction, n'est-ce pas, d'un monde uni, qui est le même destin, se réalise concrètement en Haïti. Se réalise concrètement en Haïti, et cette semaine dans la sous-région Afrique centrale, je le disais à l'introduction que l'actualité a subi un véritable coup d'accélérateur
D'ailleurs, un décret signé par le président François Bozizé a démis de ses fonctions hier samedi le Premier ministre Archange Touadéra, qui était en poste jusque-là parce que là-bas, l'une des résolutions du sommet de Bangui, ou alors des pourparlers de Bangui, c'est qu'il faut un Premier ministre et un gouvernement d'union nationale. Nous partons d'abord à Bangui ou alors au cours de ces négociations. Pour vivre ce reportage, on va commenter tout à l'heure parce que c'est des négociations qui ont eu lieu au départ. C'était très difficile, mais il y a eu un déclic et les deux parties se sont entendues sur un accord qu'on va examiner tout à l'heure. D'abord, ce reportage. À Libreville, il aura fallu toute la diplomatie et la force de persuasion du président de la République, Idriss Déby Itno, et celle de ses pairs de la sous-région pour faire comprendre aux protagonistes centrafricains que la guerre n'a jamais résolu un problème et que seul le dialogue devait primer pour rapprocher les positions et sceller à jamais la réconciliation nationale. En sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, le chef de l'État Idriss Déby Itno a invité les Centrafricains à privilégier dans leurs discussions les intérêts de leur pays. Nous demandons à tous nos frères centrafricains, surtout de nous croire et de croire en la vertu du dialogue, de la paix, mais surtout d'une réconciliation totale, définitive, entre les enfants de ce pays. Pas pour vos intérêts, pas pour les intérêts égoïstes d'un groupe ou d'une communauté ou d'une ethnie, mais pour toute la nation et pour tous les Centrafricains et Centrafricaines. L'opposition démocratique, les mouvements politico-militaires non combattants et la coalition Seleka étaient partis à Libreville avec des exigences jugées inacceptables par la délégation centrafricaine. Celle-ci allait du départ sans condition du président Bozizé, son transfèrement à la Cour pénale internationale, la suspension de la Constitution, la démission du gouvernement, à la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour l'opposition démocratique et la Seleka, les problèmes de la RCA avaient un nom et un visage. François Bozizé, qui depuis sa prise de pouvoir a foulé aux pieds la Constitution, se rendant coupable de nombreuses violations de droits de l'homme et crimes économiques. Mais le pouvoir en place à Bangui a balayé d'un revers de la main toutes ces accusations, annonçant que le président Bozizé était prêt à faire des concessions majeures. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du comité de suivi de l'accord de Libreville, a rappelé aux protagonistes centrafricains que la communauté internationale les suivait de près et elle n'allait pas les regarder détruire leur pays. Il serait fâcheux que le pays de l'un des plus grands pionniers de l'unité africaine, Barthélemy Boganda, se retrouve à la traîne dans ce vaste processus de renaissance africaine en cours de réalisation. La communauté internationale a aujourd'hui les yeux tournés vers Libreville. Elle a les yeux tournés vers vous. La communauté internationale vous observe, vous accompagne et ne sera jamais indifférente au sort de la République centrafricaine. Parce qu'elle ne vous laissera pas détruire ce qui vous unit, ce qui est votre bien le plus précieux, ce qui fonde notre solidarité. Je veux parler de votre beau pays et de votre peuple. À l'issue de ces négociations, jugées laborieuses par le président Idriss Déby Itno, les frères centrafricains ont finalement décidé de fumer le calumet de la paix. L'accord signé vendredi dans la capitale gabonaise ouvre donc de nouvelles perspectives en République centrafricaine. C'est à n'en point douter un succès pour les chefs d'État de la CEAC qui ont démontré que les problèmes africains pouvaient et devaient se résoudre d'abord et avant tout par les Africains eux-mêmes. C'est le message qu'ils ont voulu livrer lors de ce deuxième sommet extraordinaire de la CEAC.
Les leaders des mouvements rebelles qui viennent saluer le président de la République centrafricaine François Bozizé sous le regard attentif des chefs d'État de la CEAC, c'est une nouvelle page de l'histoire tumultueuse de la RCA qui vient de s'écrire à l'issue de 4 jours d'intenses négociations. Et à l'arrivée, les frères centrafricains ont signé ces accords qui mettent ainsi fin à un cycle de violence. Le cessez-le-feu immédiat implique non seulement l'arrêt et l'abstention de toute propagande médiatique, mais aussi et surtout la cessation de tous les actes de violence contre les populations civiles, ainsi que le respect et la protection des droits humains. Dans un cadre plus global, l'accord politique de Libreville sur la résolution de la crise politico-sécuritaire en République centrafricaine prévoit notamment que le président de la République soit maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat, c'est-à-dire en 2016, et François Bozizé ne pourra se présenter à aucun autre mandat. En outre, un gouvernement d'union nationale d'une durée de 12 mois renouvelable, dirigé par un Premier ministre issu de l'opposition, sera formé. Il comprendra les membres de la majorité présidentielle, de l'opposition démocratique, des mouvements politico-militaires non combattants, de la coalition Seleka et de la société civile. L'accord prévoit aussi le maintien de l'actuelle Assemblée nationale jusqu'aux prochaines élections législatives. La sécurité individuelle de tous les acteurs, souligne le document, relève du président du comité de suivi, en la personne du chef de l'État congolais, de la CEAC et de la MICOPAX, la mission du Conseil de paix et de sécurité qui voit son mandat reconfiguré en une mission d'appui à l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'accord politique de Libreville. Les forces de la coalition CDKL s'engagent à se retirer des villes occupées et à abandonner la lutte armée. Et pour montrer sa bonne foi, le président François Bozizé a invité toutes les parties protagonistes à rentrer avec lui à Bangui afin que le gouvernement d'union nationale soit formé aujourd'hui même. Alors voilà pratiquement le résumé de ce qui s'est fait à Libreville avec en toile de fond ou à la finale ce sommet des chefs d'État de la CEAC. Maître Gilles Bignum, on peut se féliciter de ce qu'un accord de paix ait été trouvé pour cette situation? Oui, absolument oui. Que les armes se taisent. Je crois que cet accord a le mérite aujourd'hui de permettre au peuple centrafricain d'espérer que la guerre ne va plus continuer. Alors, ce qui s'est passé à Libreville est positif à plus d'un titre. Positif parce qu'aujourd'hui, le fait que les États voisins et l'Afrique du Sud un peu partout, tout le monde s'est levé pour dire plus de guerre en Centrafrique, a permis que ce sommet se tienne et au cours de ce sommet que les résolutions soient prises. Ce sommet est aussi positif parce que le texte dit clairement que les institutions en place continuent. L'Assemblée, jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée soit votée, le président de la République doit achever son mandat, parce que le problème des États qui vacillent en Afrique, c'est la facilité avec laquelle on peut instituer et désinstituer. Alors, si le texte permet aux institutions mises en place de continuer, c'est, je voudrais dire, l'instabilité qui se prépare à partir de ce genre de décision. Bon, pour le reste, l'essentiel était que les rebelles se recasent, se retirent et que la peur qui habite les populations s'arrête pour un certain moment. Mais mon inquiétude aussi naît de ce que, en suivant ce document, ce dont on parle. Le communiqué final de... Oui, il y a le suivi, il y a ceci, il y a la sécurité. Mais ce dont on parle pour que la paix revienne en Centrafrique, c'est le poste de ceci, la formation d'un gouvernement de transition, avec ces 12 mois, c'est tel qui va, le Premier ministre sera issu de l'opposition, ceci. Il n'y a pas un volet où j'entends qu'il faut des écoles à telle période avant que Idriss Déby Bozizé, nous voulons quand même, parce que la crise naît de ce qu'il y a une insatisfaction sur le plan social. C'est ce que les Seleka avancent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on devrait inclure dans ce document
notamment sur le social, l'eau, l'électricité, on en parle déjà au Cameroun, un peu au Nigeria. C'est-à-dire, on a parlé d'accord politique qui a été presque imposé par une rébellion armée. Et on est arrivé à un accord politique. Je ne voudrais pas dire que c'est un accord mensonge, mais je souhaite que très souvent en Afrique, qu'on ne pense pas seulement que tel doit être ministre, tel doit faire partie du gouvernement d'union nationale, tel doit rester à ce poste, mais quelles sont les difficultés auxquelles font face des populations au quotidien, les recenser et imposer donc maintenant dans le cadre d'une négociation des chronologies susceptibles d'être respectées dans le cadre d'une négociation par ceux qui viennent. Parce que ceux-là qui obtiennent tel le poste de Premier ministre, tel le poste de ministre, ils doivent quand même comprendre qu'ils ne viennent pas à ces postes pour une sorte de subjectivité, qu'ils viennent à ces postes pour la satisfaction des besoins du premier citoyen de tel pays qui est concerné par la rébellion. Alors, accord politique, oui, mais nous verrons dans 3 ans, Hubert et tout dit, c'est par là que je vais chuter. Est-ce que l'accord politique a permis de gagner quelque chose sur le plan social, sur le plan économique, l'école, la santé? Et la question, je vous renvoie à cette question, ou alors je voudrais que vous puissiez vous prononcer sur cette question avant que je ne donne la parole à Max ici. Et les armes. Voilà, c'est un côté grave. Maintenant, où sont venues les armes? Il y a de cela un mois, je posais cette question. Peut-être que... Parce que c'est très facile que des gens se lèvent avec des armes venues de on ne sait où. Mais les armes ne viennent pas de nulle part. Et il faudrait aujourd'hui, et je me serais attendu que dans le cadre de cet accord, la facilité avec laquelle des gens se rebellent avec des armes. Il faut donc aujourd'hui, dans le cadre du suivi, qu'il y ait un désarmement effectif. Effectif, parce que ce n'est pas tout simplement pour que tel camp va perdre le combat, mais surtout pour les populations qui sont les premières victimes de ces guerres interminables qui se mènent en Afrique aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que les chefs d'État, peut-être que ça a été omis, devraient exiger que les rebelles donnent leurs armes, puisqu'ils sont déjà là? Oui, c'est pour cela que je parle du désarmement. Oui. On a parlé d'un comité de suivi. Je crois que peut-être dans le cadre de ce comité de suivi, il y a des attributions qui relèvent effectivement de ce comité de suivi. Mais l'opinion nationale, africaine et internationale voudrait savoir, parce qu'en fait, qu'est-ce qui a permis la progression on ne peut plus supersonique de groupe Seleka? C'est tout simplement le fait que les membres de ce corps étaient armés et lourdement armés. Alors, il n'y a pas que retirer les armes, mais il faut aujourd'hui contrôler la vente des armes en Afrique, le circuit des armes. On va me dire qu'il y a des accords, il y a tout ceci. Mais d'où vient-il que toute rébellion en RDC, en Côte d'Ivoire hier, aujourd'hui, on est lourdement armé? Alors, cette permissivité africaine est telle que les populations ne peuvent plus trouver le sommeil. Terrassées par la misère, la malgouvernance, l'insécurité, l'irrespect des droits de l'homme, on en est encore là à retrouver des gens devant votre porte avec des Kalachnikov. Alors, quel est l'avenir et quel est l'avenir du jeune Africain? Quel est l'avenir du jeune Africain? En tout cas, avec l'opiniâtreté par laquelle les chefs d'État de la CEACE sont impliqués dans la gestion de cette crise. On peut croire que ces chefs d'État aujourd'hui s'assurent ou s'engagent à gérer des problèmes avec efficacité et diligence. Max, ici, je vais vous accueillir avec, on devrait quand même s'incliner sur la mémoire de cette consoeur. Il s'agit de Elisabeth Blanche Olofio de la radio Beoko de Bambari. Elle n'est plus, elle a été tuée par c'est les informations que nous avons ici, on n'accuse pas la rébellion du Seleka. Elle a été tuée par les rebelles du Seleka et puis son média, sa radio a été mise à sac. Aujourd'hui, pratiquement certains journalistes ils ont des destinations inconnues. Si vous et moi avions été là-bas, que nous ne serons pas sur ce plateau. Alors là, c'est les conséquences de la rébellion quelque part, Max. Ben oui, c'est très embêtant. C'est d'autant plus embêtant que
malheureusement, il y a des conséquences incroyables à ces rébellions qui se multiplient en Afrique. Et je suis très embêté chaque fois que je dois parler de ce type de choses. Parce qu'à la fois, quand on voit les autres se réunir pour résoudre des problèmes économiques en Grèce, pour reconstruire le Japon après des tsunamis, et que l'Afrique en est toujours à se réunir pour résoudre des problèmes de conflit, de guerre, c'est assommant, c'est gênant. C'est encore plus gênant quand on sort d'un conclave comme celui-là et qu'on a ce que nous venons de suivre comme résolution. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? On a le sentiment, et Maître l'a plus ou moins dit, qu'en fait, il y avait de rébellion en Centrafrique que pour des questions de poste ministériel. Ça s'est résolu avec une telle facilité, tel a signé, tel aura un gouvernement, tel prend l'avion avec tel, on est rentré. Or, il se trouve que la Centrafrique a une vraie malédiction, je vais l'appeler comme ça, de guerre et de rébellion. C'est-à-dire que c'est un problème qui est symptomatique du mal-être de ce pays. Et après d'interminables premiers accords qui n'ont jamais été appliqués. Accord de 2007-2008 ? Oui, je me serais peut-être attendu cette fois à ce qu'on réfléchisse plus profondément sur le problème centrafricain. Maître a soulevé beaucoup de problèmes qui sont encore là, malheureusement dramatiques de la situation de l'Afrique. C'est qu'on a le sentiment que les rébellions en Afrique sont plus armées que les armées nationales. C'est assez curieux. Mais, or, là, nous avons une situation de rébellion qui arrive. Une énième rébellion, puisque le président lui-même qui est en place est arrivé par une rébellion. Pourquoi est-ce que fatalement la Centrafrique en arrive aux rébellions? Pourquoi donc? Personne ne s'est posé cette question. On aurait dû se la poser parce que j'estime, moi, que le peuple centrafricain a tellement souffert qu'il est quand même temps, en ce 21e siècle, de résoudre ce problème définitivement. Et le résoudre pose un problème banal de diagnostic. Lequel? Votre diagnostic. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des rébellions en Centrafrique? Et vous répondez? Et je réponds, alors historiquement, je n'ai pas les éléments. Je crois que nous avons sur ce plateau quelques personnes qui pourraient peut-être nous en donner. Mais je sais qu'il y a fondamentalement un problème de fondement d'un état de droit, d'un état et d'institutions fortes. Et donc, je me serais attendu, au-delà de l'analyse froide des 50 dernières années de la République centrafricaine, qui n'ont été faites que de rébellions, qu'on nous dise que cette fois, c'est la dernière rébellion, parce que il y a déjà un début, c'est que M. Bozizé ne se représente pas. Dans 2 ans, c'est intéressant. Mais il ne suffit pas que M. Bozizé ne se représente pas pour que tout soit clean. Il faudrait, Qu'est-ce qu'il faut de plus? il faudrait qu'on nous dise comment est-ce qu'on va mettre sur pied des institutions qui répondent aux standards modernes. Je n'ai pas envie de dire aux standards internationaux parce que l'international aujourd'hui est devenu une sorte d'affaire à laquelle on ne comprend plus rien. La preuve, c'est que l'Algérie a droit à une visite très révérencieuse du président français pendant que le président camerounais ne peut pas se faire recevoir. Des deux, allez voir qui a été le mieux élu. Donc, je crois qu'il faut que l'Afrique et la Centrafrique réfléchissent à son avenir. Ce peuple a tellement souffert qu'aujourd'hui, Séléka et Bozizé, ça ne peut plus être qu'une affaire de pouvoir, de partage du pouvoir. Ce pays a un problème fondamental, c'est un problème de gouvernance. Il faut mettre sur pied des institutions pérennes. Et vous savez, il y a une mystique de l'État. Oui. Malheureusement, et les pays africains ont ce problème-là. C'est que nos États fonctionnent comme ils ont commencé. Il y a une mystique, tant que ce soit celle des institutions ou des États, c'est que quand vous devez mettre sur pied une institution, faites très attention à la façon dont vous la mettez sur pied. Parce que ça va poursuivre cette institution jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau déclic fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, le déclic des indépendances ayant été loupé, parce que ceux qui ont pris ces pays aux indépendances ont joué au chat à la souris. Alors, Badakani dira tout à l'heure que ce sont ceux qui
nous ont aidé à fonder ces États qui ont faussé. Il y a certainement de ça aussi. Mais il y a qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase où nous sommes capables de nous refonder nous-mêmes. Ah, capable de nous refonder. Et vous donc, croyez, vous continuez pour achever cette situation, est-ce que les chefs d'État, parce que là, dans l'accord, il est dit que les forces étrangères doivent quitter le pays et que c'est la FOUMAC, la force de l'Afrique centrale, la force de la CAC qui doit rester en poste. Est-ce que cela ne va pas encourager les chefs d'État à bâtir donc quelque chose de solide en Centrafrique? Parce qu'en réalité, quelque part, c'est la sous-région qui est mise en jeu dans cette affaire. Mais oui, absolument, c'est la sous-région qui est mise en jeu. D'ailleurs, dans une première analyse, on aurait pu dire qu'un groupe de tyrans est venu protéger un tyran. Mais en fait, ça va bien au-delà de cette situation. Il s'agit fatalement d'arriver en Afrique à s'auto-gérer. Alors, il y a quelque chose de bien dans la façon dont les chefs d'État africains ont pris en main cette crise, l'ont résolue, encore qu'un accord ne résout jamais une crise. C'est la façon dont il s'applique et la volonté des acteurs à l'appliquer qui résolvent la crise. Donc, il faut maintenant que les Centrafricains, ils sont rentrés dans un avion commun. C'est bien. Il y en a un qui ne tenait pas à quitter cet avion, et visiblement, il y en a d'autres qui tenaient à y monter. C'est fait, tout le monde est d'accord. Maintenant qu'ils sont à Bangui, la modernité de la gouvernance exige deux choses. La première, la transparence des institutions pérennes, la transparence dans leur mise en place et la transparence dans la gouvernance. Vous ne pouvez, et la liberté, évidemment la liberté, les droits de l'homme vont de soi. Vous ne pouvez pas échapper à la modernité aujourd'hui si vous n'y passez pas. Donc j'espère bien que l'accord de Libreville, qui me semble vide sur l'essentiel, c'est-à-dire le devenir du peuple centrafricain. Ce qui s'est joué dans cet accord, et vous l'avez suivi, il s'agit essentiellement du devenir des deux groupes des belligérants. Mais le devenir du peuple centrafricain, lui, n'y est pas. Et moi, je l'aurais vu. Maintenant qu'il n'y est pas, il faut que les Centrafricains, et peut-être c'est à dessein qu'il n'y est pas, parce qu'il ne faut pas croire que c'est les chefs d'État de la sous-région qui vont décider du devenir du peuple centrafricain. Maintenant qu'ils sont rentrés à Libreville, il s'agit... À Brazzaville. À Bangui. Maintenant qu'ils sont rentrés à Bangui, il s'agit définitivement de mettre sur pied les institutions qui vont empêcher une rébellion demain. Et ces institutions sont simples. Premièrement, une Assemblée nationale, des institutions républicaines solides, la garantie de la transparence électorale et évidemment ce qui l'accompagne habituellement, c'est cette sorte de développement qui est porté par un peuple qui se sent libre et promu par ses dirigeants. Je crois qu'ils peuvent le faire. J'espère qu'ils saisiront cette occasion parce qu'il me semble qu'elle est assez... il y a des événements, il y a toujours un mal qui peut provoquer un bien et j'espère pour la Centrafrique qu'effectivement cette autre rébellion servira à ça, à mettre sur pied définitivement un pays qui a le droit de se développer parce que ce peuple a trop souffert. En tout cas, le président Denis Sassou Nguesso l'a regretté d'ailleurs dans son propos tout à l'heure. Et nous disons merci à tous ces Centrafricains qui ont félicité Afrique Média. Ils ont appelé du Tchad, de la RCA, de leur pays, de la Centrafrique, de Brazzaville, du Gabon, pour féliciter Afrique Média d'avoir pris véritablement les devants pour informer. Et beaucoup nous ont d'ailleurs dit qu'au cours de cette émission, ils seront scotchés. Alors on vous dit bonjour et surtout d'écouter très favorablement ce qui est dit là pour construire une Centrafrique positive et dynamique. Alors, Paul Nkeng, vous avez un regret. À Libreville, le chef de l'État camerounais n'était pas là. Est-ce que ça a freiné la résolution de la crise ou alors l'accord, on est arrivé quand même à l'accord malgré le fait qu'il n'ait pas été là? Oui, la première chose que je voudrais faire observer, c'est que le regret n'est pas le mien, mais de certains de nos téléspectateurs. Parce que le président Biya a quand même beaucoup apporté pour le règlement de ce conflit. Premièrement, en envoyant ces éléments du BIR. Vous comprenez que dès lors qu'on a la rébellion a appris que le BIR est engagé dans le camp du président Bozizé,
ça a quand même créé un effet de peur. À tel point que la rébellion s'est arrêtée et a commencé à réfléchir. On dit souvent que la présence du gendarme amène les bandits à réfléchir. Alors, nous avons donc le président Biya qui ne s'est pas allé à la résolution du conflit à Libreville, mais il était suffisamment représenté. Moi, je ne peux pas regretter la présence du président Biya parce que à son âge, il n'a plus besoin d'être partout, mais il est devenu un sage qui peut apporter des conseils étant à des centaines de kilomètres. Il n'y est pas allé, mais le président Biya a certainement apporté quelque chose qui à la résolution de cette crise-là. Tout à fait. Maintenant, quant à la résolution du conflit, je me dis... Et l'accord que nous avons, l'accord dont Max Aïssi qualifie de vide. L'accord, pour moi, c'est une pièce de théâtre, mais qui mérite de connaître une phase pratique, concrète. Parce que on a dit que le président Bozizé ne devrait plus se représenter après 2016. Il a dit en premier lui-même. Pour moi, c'est une avancée parce que dans notre sous-région, on connaîtra déjà l'existence d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État, ce qui nous manque pour l'instant. Et ce chef d'État, je pense qu'il peut devenir un conseiller pour les jeunes générations qui voudraient absolument accéder au pouvoir. Et pour ceux qui ont travaillé à Libreville, tous les chefs d'État de la sous-région, je pense qu'on peut leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils ont réussi à ramener sur la table de négociation les deux partis antagonistes, c'est-à-dire la rébellion et le camp du pouvoir. Réussir à les amener à s'entendre, à se partager le pouvoir, ne serait-ce que pour quelques 2 ou 3 ans, avant peut-être qu'une nouvelle rébellion, parce que dans ce pays, rien n'est jamais acquis. Ça, il faut le savoir, c'est un pays où il y a toujours une rébellion qui se prépare pendant qu'on est en train de signer les papiers pour dire qu'on tait les armes. Alors, pour le peuple centrafricain, Maître l'a dit tantôt, nous nous posons encore la question de savoir dans quelle sauce les populations qui aujourd'hui manquent d'eau, d'électricité, parce que moi je connais la Centrafrique à travers la ville de Bangui, il y a une pauvreté rampante. Alors, et on nous dit qu'il y a le pétrole qui a été découvert. Est-ce que ceux qui exploitent notre pétrole et qui s'enrichissent à travers ne vont pas passer par les chefs d'État qui ont résolu, en tout cas qui ont amené les frères en conflit sur la table de négociation? Est-ce qu'on ne va pas trouver à travers ces chefs d'État certaines personnes qui viendront la nuit dire à Bozizé, bon, maintenant qu'il y a une accalmie, essaie de passer le marché de pétrole à X ou Y. Parce que à partir de ce genre de comportement, la même chose peut se jouer dans le camp du Séléka, parce que c'est du pareil au même. Hein, absolument, puisque le Premier ministre, nous dit-on, sortira du camp des rebelles. Est-ce que... Ou de l'opposition politique. De l'opposition politique. Est-ce qu'il va avoir une certaine énergie, une certaine capacité de décider de ne tenir qu'aux intérêts de son pays désormais, au lieu de regarder les intérêts égoïstes qui parfois conduisent à nous retrouver avec des personnes qui n'ont aucun programme politique en train de gérer un pays. Merci Paul Keng, merci. Vous souhaitez un bel avenir politique au président François Bozizé, mais il va falloir attendre les 3 années en 2016. Bandakani, président du nouveau mouvement populaire, comment vous appréciez cet accord politique ou alors l'issue qui a été obtenue à Libreville? Permettez que je salue tout d'abord la hauteur qui ressort des analyses qui ont été faites précédemment. Je ne sais pas ce que je peux ajouter à ce qui a été dit, mais je voudrais rebondir sur notre couloir, parce que je ne veux pas répéter ce qui a été dit avant moi et dont je partage tout à fait l'esprit et même la lettre. D'abord, je voudrais dire que quelque chose de nouveau est en train de se dessiner là-bas, à Libreville, du moins c'est passé là, à Libreville, au niveau de ce qu'on pourrait appeler une amorce d'émancipation géopolitique des États africains. Pour la première fois, on voit les chefs d'État africains prendre en main une crise dans un univers qui est généralement
miné par l'héritage colonial qui a été très mal géré, quelqu'un l'a dit avant moi, je crois que c'est Mars, qui a été très mal géré. Et pour la première fois, on voit les dirigeants africains anticiper sur une crise et trouver une solution. Simplement maintenant, et Mars l'a dit, il ne faut pas s'arrêter là. Il se pose le problème fondamental d'une véritable refondation institutionnelle dans les pays africains, et particulièrement ceux de la sous-région. Et si les chefs d'État ne peuvent pas anticiper sur cette nécessité historique qui s'impose à eux tous, je pense qu'on risque de retourner, n'est-ce pas, dans le même travers. Et la Centrafrique va retrouver ses vieux démons. Je m'explique. Oui, allez-y. Et ça peut se vérifier dans l'histoire même du monde. Tous les pays dans le monde, les puissances du monde aujourd'hui, les pays qui comptent dans le monde, ce sont des nations qui ont fondé leur État de façon endogène. Leur État est né sur la base d'un processus historique conduit par les forces politiques et sociales du pays. C'est vrai pour toutes les nations qui comptent dans le monde. L'Afrique est le seul continent qui n'a pas eu ce luxe, n'a pas eu ce privilège. Lorsque vous avez une élite politique, lorsque vous avez des États qui sont nés et qui sont créés, fabriqués par le colonisateur, je vous assure, vous êtes très mal parti. Ça veut dire que vous allez recommencer ce processus et pour ce faire, ça va coûter cher. Ça demande des batailles et des batailles qui ne s'arrêtent pas. Donc, il faut, et là je rejoins Mars, refonder les institutions africaines. Deuxièmement, Maître a posé un problème tout à l'heure, il a dit, on a fait tout, on n'a pas pensé au peuple de Centrafrique. Et c'est la question fondamentale. D'ailleurs, chacun peut voir ce que signifie réellement cette rébellion. Parce que lorsque le problème d'une rébellion, ils l'ont dit précédemment avant moi, c'est que les gens ont occupé des postes. Pourquoi faire? On n'en parle pas. On ne sait même pas pourquoi ils vont occuper des postes. Nous espérons que quand ils vont rentrer à Bangui, ils vont faire le travail digne, n'est-ce pas, d'une classe politique. Mais comment va-t-on parler du peuple centrafricain sans poser les vrais problèmes sur la table? Peut-être cela n'a pas été posé à Libreville. Peut-être c'était pas le lieu. Mais en Centrafrique, quand ils vont retourner, auront-ils le courage? Et ça, je parle du président Bozizé. Je parle de la rébellion Séléka. Auront-ils le courage de poser le vrai débat sur la table? Parce que quel est le vrai problème? Oui, le vrai problème, Bandakani. Vous parlez d'eau, d'hôpitaux, d'écoles. Ça coûte de l'argent. Et les pays africains, pour l'instant, n'ont qu'à offrir que leurs matières premières dans le cadre de l'économie mondiale. Il faut donc sortir. Et nous voyons bien que l'offre de matières premières comme offre économique dans le marché international aujourd'hui ne génère pas assez de ressources qui permettent non seulement aux États de fonctionner, mais aussi de répondre aux besoins sociaux de base de la population. Ça, c'est un fait objectif. Tout économiste, n'est-ce pas, qui a un petit niveau, c'est de quoi je parle. Donc, s'il faut en sortir, il est temps que toute la classe politique centrafricaine pose sur la table le problème de comment est-ce qu'on peut convertir le pacte colonial en un pacte de croissance qualitative pour le peuple centrafricain. Voilà le vrai débat aujourd'hui. Mais alors, qui va la poser sur la table? Est-ce M. Bozizé qui est maintenant affaibli? Parce que voyez-vous, lorsqu'on vous impose une cohabitation, parce que c'est ça qu'il s'agit là. Lorsqu'on vous impose une cohabitation, si le Premier ministre va sortir là, il sera soumis à l'autorité du président. Comment, n'est-ce pas, l'exécutif va fonctionner avec deux têtes où on ne sait pas qui décide en dernier ressort? Attendez, donc, quel va être le risque? Mais je vous dis, pour qu'un pays fonctionne, que ce soit en démocratie ou dans ce que vous voulez, il faut quelqu'un qui décide en dernier ressort. Ça, c'est le principe de base d'un État, monsieur. C'est ce qu'on appelle l'exécutif. Mais lorsqu'on vous impose les cohabitations dans une république, permettez-moi l'impression, j'ai beaucoup de respect pour mes amis centrafricains, un peu bananière. Quand on vous impose une cohabitation, de cette manière-là, comment ça va fonctionner? Ça veut dire que pendant toute cette transition, les gens vont passer le temps à se positionner pour les futures élections présidentielles. Et vous savez ce que veut dire élection présidentielle dans les pays du précaré? Ça veut dire que vont passer ceux qui présentent, n'est-ce pas, des garanties aux puissances étrangères. Moi, j'aime dire des choses que personne ne veut dire. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas dit ça. Hein. Mais j'aime souvent dire ça. C'est ça qui va se passer. Non, j'ai beaucoup de respect pour vous. Vous l'avez dit d'une certaine manière. Donc,
C'est ça qui va se passer. Donc le vrai débat en Centrafrique, c'est vrai et c'est pour tous les pays de la sous-région, c'est comment convertir le pacte colonial. Et ça interpelle tous les pays, y compris nos anciennes puissances. Parce que ce débat qui est sur la place, est-ce qu'on peut acheter nos matières premières, si c'est les matières premières qu'on vend, est-ce qu'on peut rééquilibrer un peu les termes de l'échange pour qu'il y ait plus de devises qui permettent non seulement de faire fonctionner les États, mais de répondre aux besoins sociaux des populations. Et si on ne veut pas poser ça sur la table, alors vraiment, il faut qu'on comprenne que nous sommes entrés dans des phases historiques. Il va falloir que les générations africaines, les peuples africains commencent à dire que ce n'est pas négociable. Ce n'est plus négociable. C'est ce qui se passe en Centrafrique. Cette rébellion-là, vous savez que moi, je n'ai aucun respect pour ces rebelles, parce que je ne les considère pas du tout. Parce que tous, vraiment, je vous assure, on vient de voir là, au thème des accords, ce qui les intéresse, nous espérons enfin qu'on va pouvoir les transformer en force politique. On va les désarmer. Parce que si on laisse une rébellion armée, ça va finir comme en Côte d'Ivoire. On sait comment ça se passe. Il faut les désarmer, qui se transforment en force politique, et que pour une fois, comme Marx l'a dit, qui deviennent vraiment des véritables hommes politiques qui travaillent pour le peuple. Alors, on va les prendre. Vous savez, avant Libreville, il y a eu des positions assez fortes des uns des autres. Le président François Bozizé qui ne voulait pas négocier sur son départ. Les rebelles qui étaient campés sur leur position. Mais je vous pose la question de savoir, dans cet accord, en principe, il est dit que les forces militaires étrangères doivent aller. Et puis, la rébellion du Séléka a dénoncé l'arrivée en terre centrafricaine et précisément à Bangui des éléments de forces sud-africaines. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux sur le partage de ce qu'on pourrait appeler, cela s'appelle communément en Afrique le gâteau, est-ce que le pétrole, le diamant et tout ça, c'est pas cela l'enjeu? Oui, moi je voudrais dire quelque chose par rapport à l'intervention sud-africaine en envoyant des éléments. Je ne pense pas que le président Zuma, avec les difficultés qu'il lui-même a en ce moment pour gérer son Afrique du Sud, il avait vraiment intérêt à nous envoyer une force pour s'interposer entre les deux frères centrafricains qui voulaient se battre. Mais il y a quand même des accords. Oui, entre les on sent que Zuma, qui est généralement un homme politique, mais beaucoup plus homme d'affaires aussi, avait un intérêt particulier à envoyer une force en Centrafrique. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa participation. En plus, M. Bandakani a dit tout à l'heure qu'on a imposé à M. Bozizé une certaine cohabitation. Bozizé n'avait plus de choix. Dès lors qu'il a été un mauvais manager d'un pays qu'il a acquis par force. Les dernières élections qui se sont passées en Centrafrique, il ne les a pas gagnées. Mais il s'est imposé en tant que président de la République. On sait comment ça s'est passé. Toutefois, je ne suis pas là pour légitimer la rébellion armée qui est née de l'autre côté. Je ne suis pas là pour la soutenir. Mais je dis, Bozizé a été lui-même à la source de tout ce qui est arrivé. Maintenant, nous attendons de le voir à l'œuvre. J'espère que tous, on a laissé la rébellion s'approcher de sa table en lui disant, si tu laisses la rébellion, nous on laisse la rébellion, on va te renverser. J'espère qu'il va devenir un peu plus sage. Il va accepter de cohabiter avec cette rébellion et qu'ensemble, je dis, les frères centrafricains vont comprendre où se trouvent leurs intérêts ici, dans leur pays, et laisser que les forces étrangères qui n'attendent qu'une étincelle pour tomber sur les ressources de ce pays retournent bredouille. Mais si on laisse la possibilité à ces pays de revenir, l'Afrique du Sud, vous voyez combien de kilomètres on a parcouru pour venir déposer une équipe armée pour protéger Bozizé. Moi, je n'y crois absolument pas. Il y avait un intérêt pour Zuma derrière et qui n'a pas encore déclaré officiellement. Il y avait un intérêt pour Zuma. Alors, je vous propose d'abord d'aller prendre ce reportage sur la position des rebelles avant d'aller à Libreville, parce que, outre mesure, il va falloir qu'on creuse au fond pour savoir ce jeu d'intérêts, diamants, pétrole et autres ressources. Est-ce qu'à la limite, ce n'est pas cela? Et comment taire ces appétits et pour privilégier ce que vous-même vous avez validé tout à l'heure comme l'intérêt du peuple centrafricain? D'abord, ce reportage.
En Centrafrique, les rebelles de l'Alliance Séléka ont bien l'intention de réclamer le départ du président François Bozizé lors des prochaines négociations à Libreville au Gabon. C'est ce que confirmait ce week-end à Paris le porte-parole des rebelles. Ces rares images de la rébellion proviennent de la chaîne de télévision chinoise CCTV. Je ne vois pas ce que nous allons négocier à Libreville, si ce n'est peut-être pouvoir exposer au chef d'État de la CEAC, évidemment, le programme de transition que nous souhaitons mettre en œuvre suite au départ du président François Bozizé. Mais le président centrafricain, qui est au pouvoir depuis le coup d'État de 2003, veut garder les rênes du pays. Il sera en principe présent lors des négociations qui débuteront probablement mardi sous l'égide de la CEAC, la communauté des États de l'Afrique centrale. Alors que les rebelles viennent de prendre 2 autres villes, Kwango et Alindao, les résidents à Bangui s'inquiètent. Les rebelles ont coupé les routes, alors il n'y a plus de trafic, déplore cette femme. Le prix de la viande fumée a beaucoup augmenté. Nos fournisseurs sont énervés parce qu'il n'y a plus de transport jusqu'à Bangui. La seule route ouverte est celle de Bossongoa. L'attente vers un retour à la normale pourrait être longue. Le porte-parole des rebelles a souhaité un report des négociations, car selon lui, les points à discuter n'ont pas été fixés. Alors, retour sur ce plateau avec cet élément. Vous avez dit tout à l'heure, c'est pratiquement le peuple qui est en souffrance. Avec ce reportage, on voit que le peuple souffre alors que la rébellion, le gouvernement, en réalité, se battent. Maître Gilles Mignon, il n'y a pas des enjeux là stratégiques qui ont des appétits prononcés sur les richesses pour remettre ou replonger la Centrafrique dans un cycle infernal. Maître. La vraie stratégie, c'est la paix. La vraie fortune à gagner, c'est la paix et la stabilité. Parce que tout est possible quand on est stable, quand on vit en paix. C'est pour cela que tout à l'heure, je me posais la question de savoir, quand elle va occuper le poste de premier ministre, est-elle autre? Cette misère dont parle la femme dans le reportage que vous venez de passer, qu'est-ce qui est envisageable? Parce que là maintenant, tel que la Centrafrique sera recadrée, restructurée, ce sera pour les échéances futures. Ce n'est pas le pain quotidien qui sera. Mais moi, contrairement aux autres panélistes, je pense que ce qui s'est passé à Libreville au sujet de la Centrafrique est aujourd'hui un donné à penser. Et un véritable avertissement à toutes ces rébellions qui se jugent des terres comme des champignons. C'est-à-dire, il y a une possibilité africaine de dire non à la guerre. Peut-être que la gouvernance n'est pas bonne. Elle n'est pas celle qui était escomptée, mais il est tout à fait nécessaire qu'on ait au moins le calme qui permette de réfléchir sur la situation africaine. Donc pour moi, c'est très positif. Que Zuma parte pour les intérêts centrafricains, je préfère que Zuma ait des intérêts en Centrafrique si j'avais à décider de qui doit prendre part dans le gâteau centrafricain. Je n'aurais aucun mal que c'est un autre pays africain qui ait part. Parce qu'il faudrait aujourd'hui, dans le cadre de notre participation, qu'on sache qu'il faudrait en Afrique qu'on soit groupé. Il ne faut pas toujours faire appel aux autres. Alors, pour moi, l'interposition faite en Centrafrique par les hommes des armées africaines, c'est une grande première. C'est un avertissement aux aventuriers, à ceux qui acceptent toute besogne. Parce qu'aujourd'hui, la rébellion, c'est quoi? Et tu me dis, Hubert, la rébellion, c'est un boulot, un sale boulot. Des gens se recrutent. C'est un boulot? Oui, c'est un sale boulot. Quoi? Les gens se recrutent, ils sont financés, ils ont de la logistique, ils se soignent, ils sont là payés pour faire un sale boulot qui permette aujourd'hui de parvenir à ce genre d'accord politique, derrière lesquels, alors là, c'est l'arbre qui tire les marrons du feu, pour reprendre Aimé Césaire. Alors, on a envie de voir oui, ces marrons-là. Donc, mais maintenant que les rébellions, parce qu'on a l'histoire, quand vous faites l'histoire des rébellions en Afrique, toute rébellion vient et arrive au pouvoir. On concocte des choses, ces gens, c'est vraiment une voie ferrée, on arrive au pouvoir. C'est là maintenant une preuve. C'est pour cela que je disais, au niveau des accords, le maintien des institutions en Centrafrique, c'est-à-dire l'Assemblée jusqu'au terme du mandat, le président, pour moi, c'est
la clé de voûte. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État centrafricain ne s'est pas désagrégé parce que les rebelles du Séléka le voulaient, mais les chefs d'État de cette autre Afrique francophone, qu'ils soient tyrans, qu'ils soient tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, au moins, on les a vus agir dans l'intérêt, peut-être des mais beaucoup plus l'intérêt des populations. Une guerre n'a jamais rien apporté de positif, qu'on se le dise. Une guerre fait toujours reculer une économie, une guerre fait toujours reculer un pays. Alors, si les rebelles aujourd'hui, ceux qui seront dans le futur recrutés, qu'ils se mettent dans la tête qu'il y a une possibilité aujourd'hui en Afrique qu'on se rebelle et qu'on ne parvienne pas au pouvoir. Je crois que c'est très très positif. Parce que si les mouvements rebelles ne sont plus légion en Afrique aujourd'hui, il y a une possibilité. Comment gérer un pays, ceux qui parlent de la gouvernance? Et là, vous retrouvez l'avocat qui dit, ceux qui parlent de la bonne gouvernance, comment pouvez-vous vous asseoir, dormir dans votre lit, penser que telle a faim, lorsque vous pensez que, en m'occupant de celui qui a faim, il y a un rebelle qui arrive. Donc, il faut faire la part des choses. Chercher d'abord la stabilité en Afrique, et quand les États seront stabilisés, dans cette stabilité, on aura même la possibilité de discuter sans peur avec ceux qui sont de programme. Faire des suggestions, leur dire voilà des programmes. La société civile va s'organiser. Et la société civile, à travers les associations, on pourra dire à ceux qui nous gouvernent, voici à côté de nous ce dont nous avons besoin. Mais dans une république comme ce que vous voyez en Centrafrique aujourd'hui, il n'y a pas de société civile, ou en tout cas elle ne peut pas être active. Bozizé ne peut écouter personne parce que tout le monde a l'accoutrement d'un fusil et l'accoutrement d'un rebelle aujourd'hui. Si nous voulons le développement, disons non aux rébellions. Si nous voulons revendiquer, faisons des revendications politiques. Parce qu'il y a des rébellions qui ne sont pas armées. Parce qu'il faut faire la distinction entre, oui, rébellion armée, une rébellion non armée. Non armée. Vous pouvez vous rebeller, vous révolter contre une certaine façon de gouverner votre pays, mais sans que vous preniez des armes. Vous venez de faire allusion à la France où on va marcher, pas contre l'homosexualité, mais contre les mariages homosexuels. Voilà. Les gens ont pris des TGV, ils prennent des cars, ils viennent manifester, ils se révoltent contre ce qu'on voudrait leur imposer, parce que la République le permet. Ils sont même canalisés. Il faudrait maître, vous êtes un juriste, oui, et vous vivez en principe toutes les contingences en Afrique. Pourquoi, en réalité, ce genre de manifestation finit toujours par les coups de matraque? Nous vivons, Hubert et Toundi, dans des républiques qui ne se sont pas entièrement constituées. On l'a dit ici. Se sont entièrement constituées. La peur aujourd'hui de la fragilisation de son